Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire ici de l'activité de consultation sur l'accompagnement résidentiel. Je suis Guillaume Ouellette, je suis chercheur au CREMIS, qui est le Centre de recherche sur les inégalités sociales de Montréal, et également professeur associé au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment ici à titre d'animateur. On a nos spécialistes de la démarche SRA qui vont nous présenter un peu le plan de match de la série de webinaires qui va avoir lieu. Donc, on veut faire une formule interactive, donc on vous invite à vraiment poser des questions, affirmer vos commentaires en ligne. Évidemment, on ne pourra pas tout traiter là, au fur et à mesure, mais toutes les questions vont être prises en compte dans la composition des autres webinaires. Et donc, on va vraiment s'en servir comme de matériel pour alimenter les discussions. Donc, on me dit qu'on a environ 105 personnes qui nous suivent présentement sur le webinaire. C'est vraiment super. Des publics qui sont issus des milieux institutionnels, du communautaire, du ministère de la Santé et des Services sociaux, des gens de la recherche. On a des gens de la Côte-Nord, de Québec, de la région de la Naudière, Mauricie, Montréal, etc. Donc, c'est déjà quand même un succès pour nous d'avoir réussi à vous retrouver via cette formule-là. Je suis en compagnie donc de Laurence Roy, qui est professeur au département d'ergothérapie de McGill, et Christopher McCall, professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal. Donc, les deux sont membres chercheurs du CREMIS aussi et sont donc les porteurs de cette démarche qui a eu lieu de consultation. Également, l'équipe de soutien, Marie-Josée Doucet, qui est professionnelle de recherche, Sophie Coulombe également, et Nancy Keys, qui est praticienne-chercheur au CREMIS. Donc, aujourd'hui, ils vont nous aider à alimenter, justement, à traiter les questions, vos commentaires, tout ça. Donc, on va pouvoir en répondre une partie tout de même. Le déroulement, oui, c'est ça. Donc, le déroulement du séminaire aujourd'hui se fait en 3 temps, dans le fond. D'abord, on va vous parler un peu de ce qui est les sources de cette démarche-là. Donc, c'est quoi l'esprit de la démarche et de quelles sources on parle pour monter un petit peu webinaire comme ça. Ensuite, on va vous présenter les principes, les 6 principes qui sont fondamentaux à l'accompagnement résidentiel. Et ensuite, donc, ça va être la présentation des thèmes qui seront abordés dans les webinaires les suivants. Donc, les 5 suivants, 5 thèmes, c'est des webinaires qui seront donc thématiques et donc interactifs aussi dans la formule. Donc, je passe la parole à Laurence. Ça va? Oui, ça va. En fait, on voulait commencer par un peu mettre en contexte la démarche. Donc, on va prendre quelques minutes pour mettre en contexte la démarche. Puis, par la suite, là, on vous invite à poser des questions sur cette démarche-là. Donc, le projet qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui est intitulé « Stabilité résidentielle avec accompagnement, développement d'une approche intégrée québécoise et de modalités de formation adaptées aux collectivités ». C'est un projet qui provient d'une entente entre les gouvernements provinciaux et fédéraux, donc avec une subvention fédérale, puis pour lesquelles on a travaillé avec différents partenaires. Je vais commencer par amener Christopher peut-être à introduire un peu les sources de ce projet-là, puis voir comment nous, on s'est positionnés. C'est sûr que peut-être juste préciser que les principes qu'on va présenter tout à l'heure, c'est des suggestions, c'est des propositions qu'on met en débat à partir de nos différentes sources d'informations. Puis peut-être la première chose importante à dire qu'on est 3 sur le projet, bon, Laurence, moi-même et Nancy Keys, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, sciences infirmières, mais qui serait là pour les autres webinaires, avoir participé de près au projet chez Soi à Montréal. Donc, on a appris énormément de leçons de ce projet-là. C'est une démarche qui a inspiré l'approche SRA et qui a soulevé des questions aussi en termes de diversité de population, différents profils. Donc, on a ce bagage aussi avec nous qui va informer les propositions qu'on va présenter. Mais bien sûr, il y a aussi le projet qu'on a fait plus spécifiquement sur l'accompagnement résidentiel. Donc, Laurence va nous parler un peu de cet aspect-là. Voilà. Donc, ce qu'on sait, évidemment, ce que la plupart d'entre vous savez, c'est que suite à l'expérience de chez Soi, il y a eu des transformations dans les financements des réponses à l'itinérance au Québec. Une de ces réponses-là, c'est l'implantation de projets SRA qui s'est faite dans différentes collectivités au Québec à des rythmes différents et qui soulevait quand même les questions de l'adaptation d'une approche comme celle-là
à différentes populations, à différentes collectivités, à des réalités qui pouvaient être différentes. Donc, dès le départ, ça a été dans un esprit de co-construction des savoirs, de mieux comprendre les réalités des différents milieux de pratique avant de pouvoir aboucher à ce que ça pourrait avoir l'air une approche SRA Québec. Voilà. Donc, dès le départ, l'équipe dont vous a parlé, Guillaume, avons envoyé un sondage en ligne, un questionnaire pour avoir un peu un portrait de ce qui se fait. On a eu plus de 300 réponses, donc des organismes, des équipes qui font de l'accompagnement résidentiel au Québec. Déjà, ça nous a permis de repérer la diversité et l'amplitude de la réponse. Par la suite, l'équipe a fait des tournées régionales. On s'est déplacé dans 9 régions du Québec et les personnes de l'équipe ont rencontré les intervenants, les gestionnaires. On est allé observer ce qui se passait sur le terrain, visiter des organismes et des équipes. Et au fil de ces tournées régionales-là, on a rencontré des personnes accompagnées. On a fait des entrevues approfondies avec 24 personnes, des hommes et des femmes qui recevaient de l'accompagnement résidentiel. Donc, et c'est vraiment leurs témoignages qui sont au cœur, je dirais, de notre démarche. On a aussi, lors de ces tournées régionales, rencontré des informateurs et informatrices clés, des acteurs en accompagnement résidentiel d'un peu partout, qui nous ont aussi fait part de leurs expériences et de leurs perspectives de l'accompagnement résidentiel. Et dans 4 régions, il y a eu des focus groups qui ont permis de mettre tout ça en échange, donc d'amener des gens des différents milieux institutionnels, communautaires, ensemble avec nous pour en débattre, pour aller plus loin. Tout ça a culminé, je dirais, dans un événement de co-formation qui s'est déroulé à Montréal en février dernier et où là, on a pu bonifier notre réflexion autour, entre autres, des principes fondateurs de l'accompagnement résidentiel, des pratiques qui pouvaient en découler, des conditions nécessaires à leur mise en œuvre. Donc, c'est la démarche jusqu'à aujourd'hui. Puis, on est bien content de pouvoir partager cette expérience-là avec vous aujourd'hui. Si je comprends bien, en complément aussi de ces sources-là, il y a eu un colloque d'organiser. C'est-à-dire que oui, c'est une dernière source d'inspiration, en tout cas par le monde. C'est le colloque national sur l'itinérance que nous avons organisé avec le ministère en 2017. Donc, il y avait 600 participants. Puis, on vient de terminer les actes de ce colloque-là. En tout cas, c'était un survol de tous les thèmes, des débats, des discussions qui ont été abordés, des présentations qui rejoignent énormément les préoccupations qu'on va présenter ici, et soit accompagnement résidentiel, en tout cas, tous les thèmes qui ont été abordés dans ce colloque. Donc, ça fait partie aussi des documents, des sources documentaires, puis ça va être mis en disponibilité dans les prochaines semaines. Donc, ça va participer aussi au processus de webinaire. Donc, c'est les 3 sources principales de ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, ça met bien la table. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions, de commentaires? Non, ça va. C'est bon. On passerait alors aux principes, qui sont les propositions de principes, dans le fond, avec Christopher. Oui, c'est ça. Donc, on a dégagé des entrevues avec les personnes de profils divers, 6 principes qu'on voit comme étant fondamentaux dans la conceptualisation de l'accompagnement résidentiel. Le premier principe touche la question de la diversité des populations qui se retrouvent en situation d'itinérance ou à risque de l'être, qui ressort donc des entretiens, qui ressort du colloque national, qui ressort du projet Chez Soi, une diversité de populations ayant donc des caractères spécifiques et des besoins particuliers. Et pour nous, c'est très important donc de tenir compte de cette diversité de populations quand nous pensons accompagnement résidentiel. Donc, voici un premier principe en principe, en tout cas c'est un jeu de mots, là, mais vous avez sur votre écran. Je vais le lire, vous pourrez le lire en même temps. Donc, principe, l'accompagnement résidentiel tient compte des caractères spécifiques de la diversité de populations qui en ont besoin. Par exemple, jeunes en difficulté, femmes victimes de violences ou d'abus, hommes adultes désaffiliés, population autochtone, personnes vieillissantes, personnes avec une déficience intellectuelle, entre autres catégories de la population. Donc, ça, c'est juste des exemples importants centraux.
tout en reconnaissant les besoins transversaux à travers ces populations sur le plan, par exemple, de la santé et des dépendances. Donc ça, c'est notre premier principe qu'on peut mettre en discussion à travers les webinaires. Puis voilà, un deuxième, Laurence. Oui, oui. Donc, le deuxième principe, encore là, ressort énormément des analyses qu'on a fait, des témoignages reçus, des témoignages des personnes, témoignages des intervenants. Mais cette idée pour les personnes d'être reconnues, entendues et qu'on prenne le temps de comprendre leur histoire, de comprendre d'où ils viennent. Et du côté des intervenants, on retrouvait aussi ce désir, cette volonté d'entendre, comprendre les histoires. Mais si je cite, ça, plusieurs intervenants ont dit souvent on oublie. Donc, ça nous a amené à dire de ramener à l'avant-plan ce principe, donc le deuxième. Je le lis, puis évidemment, vous êtes amené à réagir si vous le désirez. Donc, le principe 2, l'accompagnement résidentiel implique de prendre le temps nécessaire pour créer un lien de confiance réciproque, pour connaître et comprendre l'histoire des personnes et son impact sur leurs expériences actuelles, et pour les soutenir dans la réalisation de leurs aspirations pour une durée variable selon leurs besoins. Donc, quand on parle de l'histoire des personnes, ça peut être l'histoire positive, ça peut être des histoires d'affiliation, des histoires de liens familiaux qui persistent dans le temps, par exemple, et avec lesquels on peut travailler dans l'accompagnement. Ça peut être aussi des histoires plus négatives, plus dures, les traumatismes. Beaucoup de personnes nous ont parlé d'histoires de vie difficiles et ça aussi, comment en tenir compte dans l'accompagnement. Donc, c'est un élément qu'on va explorer dans les prochains webinaires aussi. Ce qui nous amène donc au troisième principe qui est assez rapproché. Donc, évidemment, il y a beaucoup de liens entre ces principes-là, mais c'est comme si là, on met le focus plus sur la question de choix. Et puis, la volonté de reconnaître les personnes comme étant au centre de la vie et qui veulent faire leur propre choix. Et dans un contexte où souvent, on peut finir par prendre des décisions pour eux. Oui, et parfois c'est nécessaire et c'est essentiel, mais ça soulève toute la question donc, du choix des personnes. Donc, on a ce troisième principe. Les personnes accompagnées sont reconnues comme des acteurs, actrices de leur propre vie, avec leur force, leur désir et aspiration et leur propre conception du bien-être, ayant accès à un accompagnement de leur choix et ce, à leur rythme. Voilà, c'est pour le troisième. Oui, et ça met, je pense, au centre l'idée d'accompagnement. En fait, les principes 2 et 3 mettent au centre l'idée d'accompagnement. Et si on se ramène à un accompagnement résidentiel, donc où on a la résidence, le lieu central, ça nous amène au principe 4, l'idée que les personnes accompagnées choisissent où elles habitent, quand, avec qui elles veulent habiter et pendant combien de temps, en fonction d'une diversité de choix qui leur est offerte. Ces choix effectués n'ayant d'incidence ni sur le fait d'être accompagné ou non, ni sur les autres services offerts ou reçus. Ce principe-là nous semble central au regard des témoignages des personnes, de ce qu'elles nous ont dit. Elles savent souvent quelles sont leurs aspirations en termes de logement. Et certaines femmes, par exemple, nous ont dit souhaiter habiter en couple, mais que les conditions dans lesquelles elles se trouvaient ne permettaient pas d'actualiser ces désirs-là en termes de leur logement ou de ce qu'elles souhaitent en matière de logement. Voilà. Oui, et dans ce dernier cas, évidemment, on parle entre autres des règlements de l'aide sociale sur la cohabitation et puis l'incidence que ça peut avoir sur les revenus des gens. Ce qui amène, je dirais, le cinquième principe qui est central, parce que tous ces autres principes-là ne veulent pas dire grand-chose si les conditions matérielles de vie des personnes ne leur permettent pas de choisir, etc. Donc, il faut vraiment penser les revenus dont ils disposent. Il y a toute la question des coûts des loyers. Toute cette dimension-là est absolument centrale. Alors, pour nous, le cinquième principe, celui comme suit, les personnes accompagnées disposent des revenus suffisants pour assumer leurs propres dépenses en répondant adéquatement à leurs besoins de base, en ayant accès, le cas échéant, à une fiducie volontaire pour les soutenir dans la gestion de leur budget. Juste peut-être en passant, Laurence, on avait ce cas de la fierté que les personnes ressentaient en payant leur propre compte, en pouvant payer l'Hydro-Québec, etc.
et puis de ne pas être toujours en réception ou toujours comme dépendant des autres. Donc, un dernier principe. Oui, bien, Christopher t'a parlé des conditions des personnes accompagnées. Ce qui est ressorti très fortement, c'est que ces conditions-là s'appliquent aussi aux personnes qui accompagnent. Le dernier principe, c'est, je pense, un élément fort de nos tournées régionales, des rencontres avec les informateurs clés. En fait, tous les événements où on avait une diversité d'acteurs qui échangeaient, on a beaucoup parlé des conditions. Ce qui nous a amené à réfléchir ce dernier principe qui est absolument nécessaire pour que les autres naissent et se mettent en œuvre. Donc, un 6e et dernier principe, les personnes accompagnatrices disposent des conditions de travail, des ressources, de la formation et des soutiens nécessaires pour réaliser l'accompagnement résidentiel qui fait l'objet des principes 1 à 5. Et ça se passe notamment dans un contexte organisationnel relevant des services publics ou du secteur communautaire qui favorise la souplesse, la créativité, la disponibilité en termes de temps alloué et la proximité vis-à-vis des personnes et leur milieu de vie, tout en respectant l'intimité et l'autonomie de ces dernières. Voilà. Puis, pour favoriser justement la mise en place de ces principes-là, puis donc vraiment l'incarnation dans le quotidien, je pense que c'est important aussi de souligner qu'on ne peut pas fonctionner en mode urgence tout le temps ou en mode bricolage d'intervention. Donc, c'est ce que je comprenais de ce que vous aviez dit aussi. Et donc, il faut se doter des conditions puis se rappeler que ces conditions-là, ces principes-là, finalement, se tiennent tous à un et l'autre. Mais c'est un peu comme si on peut être confronté à deux types d'angoisse qui se rencontrent. L'angoisse des personnes en termes de conditions de vie, conditions matérielles, et bien sûr d'autres éléments, l'histoire, etc. Mais aussi l'angoisse des intervenants qui sont par rapport à leurs propres conditions de pratique et la capacité de vraiment répondre aux besoins des gens, finalement. Puis évidemment, le temps est central, mais ce n'est pas uniquement le temps. Comme on souligne dans ce principe-là, c'est la question de pouvoir être créatif, d'être souple. Et puis, je pense qu'une des leçons qu'on retient aussi du projet CSO à Montréal, c'est que les équipes avaient une très large marge de manœuvre, donc privilégiée à cet égard-là, pour créer, pour inventer, et avec les ressources nécessaires pour le faire. Et donc, ça, c'est une question très importante pour nous. Non, tout à fait. Puis pour reprendre là-dessus, je pense que dans la co-formation, c'est un des éléments centraux où plusieurs ont parlé dans différents termes de sortir d'un paradigme, comme tu disais, de l'urgence, pour penser à un paradigme, comme Christopher le mentionne, plus créatif, plus flexible. Relationnel aussi. Absolument, absolument. Donc, on pourrait prendre des questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur les principes avant qu'on passe au thème. Donc, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que ce sont des principes qui vous parlent? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on voit des possibilités de composer avec ça dans la pratique? Lors de la co-formation nationale, il y a quelques semaines, la dernière matinée, après les discussions de la veille, donc il y avait une centaine de participants qui venaient de différentes régions du Québec. On a demandé aux gens d'imaginer des principes et des pratiques qui reflètent, pas d'imaginer des pratiques, en tout cas de parler des pratiques qui reflètent ces principes-là et des conditions nécessaires pour les réaliser. Donc ça aussi, c'est une source d'information précieuse pour nous parce que juste en termes de principes, il y a... En tout cas, il y avait peut-être une dizaine de tables, mais chaque table a produit peut-être une vingtaine, une trentaine même de principes. Donc, il y a évidemment énormément de principes qui se rejoignent. Et donc, on trouve le reflet de ces principes ici. Et ça fait partie aussi des sources d'information. C'est intéressant. Et donc, on voit vraiment de façon transversale que ces principes-là, finalement, émergent d'un peu partout. Oui, il y a d'autres qui sont peut-être plus pointus, plus détaillés, mais pour le moment, c'est un peu... Et puis c'est clair que nous, on voulait mettre aussi l'expérience des personnes au centre. Pour nous, c'est un énorme enjeu. L'expérience, la parole, et donc c'est aussi ce qui est reflété là-dedans. Je pense que c'est important aussi de mentionner que ces principes-là ne sont pas statiques, donc ce n'est pas canné en bon français. C'est de reconnaître le caractère dynamique et d'ouvrir ces principes-là à la discussion, puis au test aussi, à l'épreuve peut-être du temps, puis des expériences qui s'en viennent. Et puis de peut-être se donner le droit de poser des questions importantes, comme sur les conditions de vie, conditions à l'aide sociale, par exemple.
on peut penser que c'est très gros, c'est très difficile d'agir là-dessus, ou même les conditions de pratique, par exemple. Mais je pense que nous, on n'a pas voulu se restreindre au réel dans ce sens-là, existant, parce que justement, il fait sortir un peu de ce réel-là pour penser à autre chose. Donc, on continue. Donc, oui, vous pouvez justement faire les commentaires, comme je dis, dans la section, vous avez une section commentaires. Vous pouvez écrire et donc nous envoyer l'information. On me dit autre chose? Ah, questions-réponses, comme c'est la section questions-réponses. Donc, ce serait bien vraiment d'entrer en dialogue avec vous, malgré l'interface web. On serait rendu à la question des thèmes qui vont être abordés dans les... Ah, on a une question, quelqu'un de courageux qui ose. Qui se lance. Mais ça va là. Peut-être me la dire, Sophie? Dans le fond, on soulève que c'est des principes qui parlent énormément, mais qu'on perçoit que dans les faits, dans les pratiques, mettons, c'est souvent un formulaire informatique qu'on va demander, qu'on va parler avec la personne pour établir ses besoins. Puis donc, c'est pour établir les confiances, c'est vraiment des pratiques qui vont être bonnes. Donc, la question parle du fait que les principes, justement, sont parlants pour la pratique et tout, sauf qu'ils sont peut-être difficiles à appliquer dans une certaine modalité. Par exemple, quand on est obligé de remplir un questionnaire via un formulaire plutôt que de rencontrer la personne, ben ça ne favorise pas vraiment le lien de confiance et le développement donc, de la pratique, si je comprends bien. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à cette question-là. Des commentaires? Ben, je pense que la première réaction que j'ai, c'est toute la place de la créativité des intervenants, puis d'être capable d'avoir des approches qui partent des milieux pratiques et non, on a parlé beaucoup dans les dernières années d'approche top-down, bottom-up. Donc, comment est-ce que, peut-être réfléchir à comment ces formulaires informatiques-là sont créés, sont mis en œuvre. Quelle est la place pour la créativité des intervenants? Puis, est-ce que c'est possible de mettre ces pratiques-là existantes en dialogue à la lumière des principes qu'on vient d'évoquer? Moi, je pense que c'est la première réaction. C'est la créativité des intervenants individuels, mais aussi collectivement, là, comment est-ce qu'on arrive à changer des pratiques qui sont vécues comme contraignantes à la lumière des principes. Puis peut-être un témoignage qu'on a eu, en tout cas d'une collègue qui participait au projet Chez Soi à Montréal, en fait, dans les équipes cliniques, et qui nous dit que c'était la seule fois dans sa vie, une des seules fois dans sa vie qu'elle a pu pratiquer le métier d'infirmière qu'elle a toujours voulu pratiquer. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ouverture, il y avait une possibilité de créer, une obligation dans le fait de créer pour face à toutes sortes de situations différentes, de publics différents. Et donc, le retour a été assez difficile. C'est sûr que ça exige une réflexion approfondie, je dirais, sur la manière que les services sont pensés et gérés. Et l'importance de reconnaître non seulement les savoirs expérientiels des personnes auprès desquelles on intervient, mais aussi les savoirs expérientiels des intervenants et des gestionnaires qui sont les plus proches de ces populations. Et le fait que les savoirs évoluent constamment. C'est un monde en constante évolution. Et que moi, je dirais que cette créativité-là exige une autre manière de penser sur le rapport au service et des programmes. Et évidemment, ça exige une sorte de changement de capacité radicale. Mais, selon nous, c'est la seule condition pour réellement pouvoir répondre aux besoins de ces populations. Tu amènes le témoignage d'une intervenante. Je dirais que j'amènerais aussi le témoignage des personnes qui ont souvent mis en contraste l'accompagnement, un accompagnement résidentiel qui a eu du sens pour eux, était celui où, je cite, on n'est pas un numéro. On ne fait pas partie du troupeau. Donc, cette personnalisation-là, elle est importante pour les personnes. Je dirais qu'elle est parfois vitale. Donc, ça peut faire la différence entre aller vers un service, créer un lien avec un intervenant. Puis c'est pas, je pense qu'il faut sortir de l'idée que c'est banal d'avoir un moment où on peut entrer vraiment en relation de façon authentique. C'est pas banal, ça peut infléchir le cours des choses. Donc,
Ce serait mon commentaire final. Ouais. Ce que je comprends bien aussi, c'est finalement, ça devient une grille de réflexivité pour la pratique aussi. Donc, on peut identifier les obstacles qui ne nous permettent pas de mettre en place, identifier peut-être des mécanismes qui nous permettent de favoriser l'application des principes. On a une question qui est plutôt un commentaire qui nous dit, par exemple, on nous dit qu'à l'aide sociale, on oblige les colocataires à être reconnus comme conjoints. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Donc, c'est sûr que ça soulève toute la question de l'aide sociale, les règlements de l'aide sociale. Depuis très longtemps, ces règlements-là, et les contraintes que ça peut imposer, la question des barèmes, l'accès aux barèmes de contraintes sévères à l'emploi, par exemple, qui fait partie de cette réalité-là que nous vivons. Et puis ces règlements aussi en termes de colocation, et puis les pénalités qu'on peut vivre à ce moment-là en termes des montants qu'on reçoit. C'est un peu le cas qu'on a cité tout à l'heure. La personne qui a dit, mais on aimerait bien rester ensemble, mais les règles d'aide sociale rendent ça difficile finalement pour nous, avec les revenus qu'on a, avec dans les conditions qu'on est. Donc, effectivement, toute cette question de l'aide sociale et les règlements à l'aide sociale, on pourrait aller plus loin éventuellement. Le rôle des médecins doit jouer aussi pour donner accès au barème de contraintes vers l'emploi. Ça fait partie de ce portrait. Parce que les populations dont on parle sont très présentes dans cet univers. Tu as parlé, Guillaume, de réflexivité. Je pense que c'est un peu l'objectif des différents webinaires. On veut arriver à construire même un guide où on peut soutenir la réflexivité. Puis je pense non seulement des équipes sur le terrain, des décideurs aussi, de voir comment est-ce que ces conditions-là très, très réelles contraignent l'existence des personnes. Puis comment est-ce qu'on peut réfléchir autrement? Un des éléments qui est ressorti des analyses, c'est à quel point il n'y avait pas tant de diversité de modes d'habiter possibles. Donc, je m'explique. Beaucoup de personnes vivaient seules et certaines personnes vivaient dans des hébergements collectifs où elles se trouvaient avec beaucoup, beaucoup de personnes. Mais entre les deux, des modes d'habiter en couple, en colocation, en famille, peu importe comment on définit cette famille-là, étaient très, très peu présents et perçus comme peu accessibles. Donc, pour ça, je reviens à la question de réflexivité, se poser la question pourquoi est-ce que ces modes d'habiter-là sont peu accessibles aux personnes qui sont accompagnées par rapport à la population générale. Je pense que c'est quand même une question très importante à se poser. On parle aussi de la complexité des problématiques, tout ça rencontrées, mais il y a des transversales, donc, comme celle-là, que ces populations-là vivent. Oui. Oui, on pourrait continuer justement avec la présentation des thèmes, dans le fond, qui vont former sur lesquels vont porter les prochains webinaires. Laurence, je pense. Oui, c'est moi. C'est moi. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un survol. Donc, là, on va peut-être avoir envie d'aller plus en profondeur, mais on va devoir se retenir parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 5 autres webinaires qui s'en viennent. Et dans ces webinaires, on va aborder 5 thèmes différents qui ressortent encore une fois de l'analyse des paroles des personnes accompagnées ainsi que des autres acteurs, gestionnaires, intervenants en accompagnement résidentiel. Le premier de ces thèmes-là, c'est l'idée du sens de l'habiter, du rapport au logement. Donc, tout de suite, on peut se poser un certain nombre de questions à partir de nos constats. Donc, la cohabitation, là, en est un, l'idée de quels sont les modes d'habiter possibles pour les personnes. Un autre constat serait le sens de l'habiter, le rapport que les personnes entretiennent avec le logement. Donc, plusieurs des personnes rencontrées nous ont exprimé être rendues à un point dans leur vie où elles veulent se stabiliser, elles veulent une vie plus relaxe, dans leurs termes. Par contre, un autre groupe de personnes est dans une trajectoire d'exploration, donc entre autres les jeunes. Un certain nombre de jeunes qui peuvent sortir de centre jeunesse ou des jeunes en difficulté, qu'on dit en difficulté, mais qui, en fait, sont dans une trajectoire un peu plus mobile où l'idée de se stabiliser a moins de sens pour eux. Alors, juste comment accompagner ces personnes-là? Comment ça reste de l'accompagnement résidentiel? Intéressant. Ouais, donc, ça fait partie des questions qu'on va se poser. Les personnes rencontrées nous ont aussi fait part, peu importe leur rapport au logement, des sources d'incertitude un peu partout dans leur vie. Les sources d'incertitude, ça peut être évidemment lié aux conditions matérielles ou aux revenus. Tu sais,
j'en ai à peine assez, là, malgré une subvention pour vivre. Les sources d'incertitude, ça peut être une subvention qui prend fin. Éventuellement, ça peut être un logement qui prend fin, qu'on n'aura plus accès à ce logement-là dans 6 mois, 1 an. Ça peut être notre propre condition physique qui change puis qui fait qu'on ne pourra plus garder le logement. Donc, toutes ces sources d'incertitude-là, comment est-ce qu'on aborde ça dans l'accompagnement? Comment est-ce qu'on peut en atténuer certaines? Donc, c'est un autre des aspects qu'on va aborder dans ce premier webinaire thématique. Excellent. Oui, peut-être un autre point là-dessus, c'est toute la question de la sécurité, finalement, de sa sécurité en logement. Et je dirais aussi l'accès au logement qui est central. Et c'est là que l'accompagnement résidentiel a beaucoup de sens aussi, parce que les gens racontent que comment c'est difficile d'avoir accès au logement. Ce n'est pas juste la question de l'accès en termes de pouvoir payer le loyer, évidemment c'est très présent, mais en termes de personnes sur l'aide sociale, personnes en situation d'itinérance, etc. Donc, personnes qui ont des problèmes de dépendance, par exemple. Donc, les portes peuvent être très, très fermées. Et les gens racontent comment l'accompagnement, donc ça leur aurait permis, en fait, d'avoir accès à des logements, de passer un peu cette frontière, de rassurer un propriétaire, par exemple. Puis dans cette même perspective-là, un des éléments forts qui est sorti, c'est que plusieurs personnes identifiaient les sorties d'institutions, par exemple, des transitions comme des points tournants. C'est quelque chose qui est facile à comprendre, qu'on connaît, mais dans leurs mots, les gens ont exprimé à quel point ce sont des moments clés. Donc, des personnes qui sortent de centre de jeunesse, par exemple, d'une hospitalisation en psychiatrie, d'une thérapie, d'un centre de détention. Donc, ces moments-là forts. Et j'ai juste en mémoire les paroles d'une personne qui dit il y a eu plusieurs autres moments comme ça dans ma vie. Si j'avais eu un accompagnement comme ça avant, ça aurait pu changer les choses. Donc, l'idée peut-être de se pencher vraiment plus spécifiquement sur ces sorties-là. Et juste peut-être pour préciser, pour ce premier webinaire, comme pour les autres, il va y avoir des documents mis en ligne une semaine avant le webinaire. Alors, toute la partie analyse des entrevues et des focus groups et de la coformation et les autres sources qui touchent la question du rapport au logement, la sensibilité, ça va être disponible en ligne une semaine avant. Comme ça, on pourrait discuter de choses un peu plus concrètes. Donc, il y a un deuxième thème, Laurence, qui est toute la question de l'impact des traumas. Oui, en lien avec le principe 2, je pense, oui. Sur l'idée de connaître, reconnaître, comprendre les histoires de vie. Et c'est sûr que les gens nous ont parlé dans les témoignages d'histoires qui peuvent être assez lourdes. Il y a des beaux moments, il y a des choses positives, mais d'histoires qui sont chargées de traumatisme. Même si on ne pose pas directement la question de cette histoire-là, elle émerge parce qu'elle est toujours présente. Et elle teinte les expériences actuelles, l'expérience en logement, mais aussi l'expérience de l'accompagnement. Des comportements, des décisions qui peuvent être finalement comprises à la lumière de ce passé-là et qui vont changer le cours des choses dans l'accompagnement. Les accompagnateurs ou intervenants nous ont aussi parlé de ça. Nous ont parlé, entre autres, d'une approche sensible au trauma. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit concrètement dans la pratique? Ça va être un point qu'on va aborder. D'autres nous ont parlé d'autres formes d'approche par les forces, par exemple. Comment est-ce qu'on peut identifier au fil de l'histoire de vie les forces, les désirs, les aspirations des personnes et comment ça peut se traduire, encore une fois, concrètement là, dans l'accompagnement. Oui, on a eu vraiment l'impression d'une sorte de jeu d'ombre et de lumière dans ces histoires de vie-là. Même dans des cas où les traumas sont très présents et dans le fait, il y a des expériences extrêmement dures, mais la personne peut s'accrocher après des expériences positives, en fait, rapport avec ses enfants, par exemple, ou avec certains membres de la famille qui ont toujours été présents quand même. Et c'est comme si la personne raccroche tout en étant sujette à ces traumas, ça raccroche à ces espoirs-là. Donc, c'est une sorte de jeu. C'est rarement que c'est juste de l'ombre. Et c'est ça qui permet, je dirais, de raccrocher à quelque chose. Donc, ça, c'est nos premiers 2 thèmes, dans le cas pour les premiers webinaires. Donc, le thème de l'habiter dans le logement, puis le thème de l'impact des traumas et de la contraire dans la vie des gens. Puis un troisième thème, c'est toute la question de la solitude versus la socialisation.
Donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les témoignages des gens. Souvent, soulagement de se retrouver finalement seul dans un logement avec la question de la sécurité que ça peut donner. De retrouver peut-être soi-même aussi, donc et de sortir d'une vie où finalement on était peut-être toujours entouré et toujours, en tout cas, on n'avait pas cette même possibilité-là. En même temps, donc il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui trouvent ça difficile parfois de se retrouver seul comme ça en logement, mais qui tranquillement peut-être s'y adaptent. Et ça dépend bien sûr des conditions de logement. Parfois, quand les conditions sont très exiguës, là, donc ça peut peut-être rappeler des mauvais souvenirs. Donc, carcéral, par exemple, en tout cas, un sentiment d'être renfermé. Donc, cette solitude-là, qu'une femme, par exemple, va parler d'un cadeau, dans le fait que la vie lui a donné, donc, pour certains, très apprécié. En même temps, ça peut être aussi vécu comme un problème. Et puis, même quand ce n'est pas vécu comme un problème, il y a inévitablement la volonté aussi de se socialiser, d'exister avec les autres, d'être avec les autres. Donc, il y a une sorte de tension entre ces deux volontés-là, d'autant plus que parfois les amis qu'on avait, ce n'est pas forcément les amis qu'on va vouloir continuer à fréquenter pour différentes raisons. Et donc, on peut avoir une certaine crainte de l'amitié, d'avoir des gens qui débarquent dans la maison. Et là, tout d'un coup, les centres de jour deviennent très, très importants. Les centres de jour pour les femmes, par exemple, très importants pour les femmes, comme des lieux de socialisation. Et là, j'ajouterais, puis on va travailler, parce que dans tous ces thèmes-là, on travaille aussi sur l'accompagnement. L'accompagnement comme étant aussi une porte ouverte sur une forme de socialisation que souvent les gens n'ont pas souvent vécu, d'appui. Et donc, on retrouve des témoignages très parlants sur mon intendant, c'est comme un grand frère, par exemple. Donc, une sorte de quasi-amitié qui se construit finalement. Et un homme qui va dire que son gros enjeu, c'est de pouvoir rebâtir sa vie sociale. Pour lui, c'est une sorte de montagne, finalement. Mais c'est clair que dans son cas et dans d'autres, les intervenants jouent un rôle important dans cette construction. Soulevant aussi la question, jusqu'à quel temps, combien de temps ce rapport d'accompagnement va durer? Et comment aussi permettre le développement d'autres formes de socialisation autour en cours de route. C'est un peu les questions qu'on va aborder. Donc, je continue. Ça, c'est le troisième thème. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur ce thème-là. Non, ça va bien. Quatrième thème, donc, on revient à un des principes de base, c'est la question de l'autonomie, qui est un enjeu central. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur le troisième thème, donc la socialisation, amitié. Parce que l'autonomie, qui est vraiment une volonté claire, je dirais, des personnes qu'on a rencontrées, et la volonté des personnes qui accompagnent aussi de soutenir, de permettre de développer cette autonomie-là. En même temps, par rapport aux expériences passées, les personnes peuvent souligner les difficultés qu'ils ont eues à travers la vie à faire des bons choix, ce sentiment d'insécurité par sa propre capacité de choisir. Et donc, déjà, il y a un certain sentiment que est-ce que je suis vraiment capable de prendre mes choix, de faire mes choix. Et à l'intérieur du rapport d'accompagnement, donc c'est aussi une sorte de tension finalement, jusqu'à quel point, comment soutenir l'autonomie, comment permettre à cette autonomie de l'exister. Quels sont donc des soutiens pour réaliser donc l'autonomie? Je ne sais pas si ça parle, mais en fait, ce que ça m'évoque, c'est aussi l'idée de tout le temps de l'intervention. On en a parlé dans les principes là, de prendre le temps. Parce que plusieurs intervenants, tu as parlé beaucoup de la parole des personnes, peut-être la parole des intervenants ou l'idée de faire côte à côte, permet de tranquillement bâtir cette capacité décisionnelle ou en tout cas d'aider la personne à bâtir ça. Et d'autres intervenants nous ont parlé de la nécessité à cause de leurs conditions ou de leurs contraintes de faire pour. Et là, comment inscrire ça là, dans des rapports peut-être plus égalitaires entre les personnes et celles qui les accompagnent. Et ça nous amène, Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Ben, peut-être, oui, ça nous amène à parler aussi, je trouve, de l'expérience de l'autonomie pour ces personnes-là, qui n'ont pas été accompagnées nécessairement, puis qui l'ont vécu plutôt comme une grande responsabilisation, j'ai l'impression, de leurs conditions. C'est des personnes qui associent beaucoup autonomie à la responsabilité de tout faire et d'y arriver seul, et donc ça doit ouvrir une porte de possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très, très présent
à travers les webinaires aussi, c'est la responsabilité vis-à-vis de sa propre vie, de ses propres son choix. destin social. Évidemment, c'est un idéal, c'est quelque chose que les gens souhaitent, mais ça peut être une injonction aussi. Ça peut être une injonction et ça peut être un fardeau aussi que tout d'un coup arrive pour les personnes. Et ça touche beaucoup la question de qui est responsable pour ce que j'ai vécu finalement. Puis ça, c'est très présent. Donc, en fait, c'est moi qui est responsable. Et c'est là que la question des traumatismes peut jouer un rôle pour les personnes parce qu'ils peuvent être amenés à penser, mais dans les faits, c'est aussi les autres qui sont responsables de ce que j'ai vécu. Mais je pense que ça rejoint, et il y a une population que toi, Guillaume, tu connais très, très bien, une population avec déficience intellectuelle qui peut se trouver en situation d'itinérance de manière surreprésentée. Évidemment, la question de l'autonomie est très présente aussi dans ce cas-là, et l'injonction à l'autonomie peut être assez lourde à assumer et à porter. Et ça fait partie, je dirais, de la diversité de populations et des réalités dont il faut tenir compte. Évidemment, l'intersection de ces identités-là, parce qu'on peut être, dans le colloque national, par exemple, il y avait le cas de déficience intellectuelle, être femme, déficience intellectuelle, on est itinérant, donc on devient extrêmement vulnérable. C'est une sorte d'intersection d'identités différentes. Ce qui nous amène à le dernier thème, pour le 5e webinaire. Puis ça, c'est le thème qui va boucler un peu le boucle de notre série de webinaires. Puis c'est la question du rapport au temps. Donc, on a déjà discuté aujourd'hui sur cette question. Peut-être le situer à un autre niveau. Ce qui est clair, en tout cas ce qui ressort des entretiens, c'est comment les gens passent à travers différents moments de la vie, c'est évident, mais comme différents espaces-temps, donc comme différentes périodes en famille, par exemple, associées à certains espaces familiales, avec des souvenirs, avec parfois des problèmes, bien sûr, des problèmes parfois assez lourds, mais parfois non. Et puis, une sorte d'espace-temps d'intégration sociale particulière qui peut être suivi par une intégration à la marge, par exemple. Un homme qui va raconter qu'à un certain âge, donc, il a quitté la maison parce qu'il y avait de la violence, un père violent. Et donc, il se trouve en itinérance dans un très jeune âge. Et donc, une sorte de nouvel espace-temps, finalement, pour lui, d'intégration à la marge. Même chose pour quelqu'un qui se trouve dans une situation de dépendance. Donc, peut-être un autre espace d'intégration en termes d'un autre contexte familial, vie de couple, des enfants qui naissent, donc une autre période de sa vie associée à un certain espace-temps, parfois avec des problèmes particuliers. Et même par la suite, une intégration à la marge autour d'un système de santé, finalement, quand quelqu'un qui a besoin de soins, puis le sentiment d'être une sorte d'avoir une identité qui est un peu construite, un peu par le système, en fonction de problèmes de santé mentale ou autre, mais en tout cas, c'est une sorte d'espace-temps d'intégration sociale particulier. En tout cas, on avait beaucoup l'impression que la vie des personnes est une succession d'intégration dans des espaces-temps qui se succèdent et qui peuvent se cumuler aussi, parce qu'évidemment, les rapports familiaux restent là, pour le meilleur, parfois pour le pire, mais en tout cas, ils restent là. Et que c'est là qui c'est intéressant, l'aménagement, l'accompagnement résidentiel est vraiment perçu par les gens qu'on rencontre comme rentrer dans un nouvel espace-temps d'intégration sociale. Quelque chose qui est qualitativement différent par rapport à ce qu'ils auraient vécu avant. Évidemment, au cœur de cela, il y a des conditions qui sont en fait accès à un logement, de différentes formes, mais il y a beaucoup l'accompagnement les personnes accompagnatrices qui peuvent être individuelles comme ils peuvent être multiples. Tu peux avoir un accompagnement multidimensionnel, comme on a vu dans notre projet, avec plusieurs intervenants autour, personnes qui accompagnent autour. Mais il y a clairement cette espèce de sentiment de passage vers un autre temps. Et pour nous, c'est très, très important, c'est très parlant. Les témoignages sont très parlants en reconnaissant ce passage dans un autre espace-temps, qui est différent par tout ce qu'ils ont vécu avant. Je pense que c'est important de le dire, parce que souvent, on ne donne pas beaucoup d'importance à ce que les personnes disent, les personnes disent, donc il y a beaucoup d'expertise autour qui vont leur expliquer qu'ils ont tel ou tel problème. Et dans les faits, c'est des témoins assez importants sur les bénéfices pour eux de ce qu'apportent différentes formes d'intervention. Donc, autant c'est important de les écouter pour leur histoire de vie qui peut être difficile, autant c'est important de les écouter pour ce qu'ils vivent dans le temps présent. C'est une sorte de démonstration de l'importance de cette approche-là. Donc, dernier thème,
c'est cette question de rapport au temps. Et évidemment, on va retrouver là-dedans le temps des intervenants eux-mêmes, le temps qu'ils peuvent prendre pour connaître les gens, puis la pression sur le temps. On a l'impression que ça s'accentue depuis quelques années, peut-être depuis longtemps, mais c'est le temps qu'on a à donner aux personnes, ça se restreint. Donc, le temps rentre par plusieurs fenêtres. Intéressant. Je pense que ma réaction par rapport à ça, c'est l'idée d'intégration sociale. On parle beaucoup d'intégration sociale. On parle de soutien, de soutenir l'intégration sociale, l'intégration dans la communauté. Donc, mais vraiment se poser la question de quelle communauté parle-t-on ou de quelle intégration dans quel espace. Et peut-être pas partir du principe que les gens ne sont pas intégrés, en fait. Ils peuvent être intégrés dans un certain milieu et tenir compte de ça, tenir compte de ce qui est existant, de ces relations-là qui ne disparaîtront pas, les personnes nous le rendent bien. Ces autres espaces-là restent réels et ne pas en tenir compte dans l'accompagnement, c'est peut-être passer à côté là, d'une opportunité de tenir compte vraiment de la réalité le plus en profondeur des personnes. Donc, et puis aussi, je dirais, quel est le type d'intégration dans lequel les personnes souhaitent être intégrées? C'est là encore, on revient à cette question de l'autonomie, les choix. C'est très important pour les autochtones, par exemple. Il y a des volontés particulières qu'il faut respecter. Là. Je vois vraiment les enjeux aussi d'arriver d'un épisode, de sortir de l'idée d'un épisode de suppression d'épisodes plutôt, d'intervention. Ces personnes-là, souvent, ont l'impression sont fragmentées en épisodes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme l'idée d'un accompagnement plus continu. Puis c'est toute la question de l'approche globale aussi des personnes qui parlent de leur histoire. Mais un des problèmes, c'est que quand tu as plusieurs, on pourrait dire, problèmes, et que les interlocuteurs du système, mettons tes jeunes, donc voilà, les jeunes, c'est là-bas, tout féministe, c'est là-bas, santé mentale, c'est ici. C'est comme si on reste de découper les personnes en tranches. Et donc, il y a cet enjeu de la multidimensionnalité, de la collaboration, mais c'est pas juste pour que les gens puissent travailler ensemble en termes de services, c'est aussi pour que les personnes puissent coller ensemble les morceaux, qui sont souvent comme fragmentés entre eux. Qui crée la réduction identitaire. Oui. Non, puis ce que tu dis, je pense que c'est important, c'est de dire on travaille beaucoup dans des esprits d'intervention qui veulent aller infléchir les trajectoires des gens, c'est ça. Alors, ce que les gens nous ont dit, c'est vraiment de marcher côte à côte, de dire j'ai une trajectoire, j'ai quelqu'un qui suit avec moi, mais qui me reconnaît dans tout ce que je suis et non qui va arriver à des moments pour essayer d'infléchir. Je pense que ce qui est particulier dans les témoignages, c'est qu'on a aussi vu l'importance de services complémentaires où la personne dit ces services-là existent. Des centres de jour, des centres par exemple, en santé mentale, différentes approches où je peux me diriger de moi-même. Donc, j'ai quelqu'un peut-être qui m'accompagne tout au long, mais j'ai aussi, je vois ces services-là, j'ai la possibilité sans qu'ils viennent vers moi et tenter de changer le cours des choses, mais je peux sortir et j'ai cette possibilité-là et ça a été reconnu comme très, très apprécié et pertinent. Oui, on avait un commentaire à l'effet qu'on vous remerciait finalement de prendre en considération la pratique et ce qui vient du milieu terrain pour bâtir une série de webinaires comme ça. Donc, ça parlait puis que ça pouvait justement aider. Donc, oui, c'est ça, développer des modèles plus praxéologiques qui sont axés sur la pratique. Et donc, ça, c'est très apprécié. Un autre commentaire à l'effet que... En fait, c'est une question-commentaire. C'est une question-commentaire. Donc, injonction d'autonomie versus autonomie émancipatrice. C'est un peu de ce qu'on discutait. Comment joindre la participation citoyenne au respect de l'unicité de l'individu? Une gymnastique parfois difficile, effectivement. Donc, vas-y. En tout cas... Prendre le temps de la digérer quand même. Ouais, en tout cas, ma première réaction, c'est juste pour un petit moment de sortir un peu du cas de l'individu et des injonctions qui tombent sur l'individu et parler peut-être un peu de la participation citoyenne. Parce que je trouve que là, on est au cœur, quand on essaie de repenser notre manière de faire l'accompagnement résidentiel auprès d'une population. Il faut que la population soit présente dans cette démarche-là, il faut que ces témoignages soient présents, que tous les acteurs concernés soient autour, et qu'on délibère ensemble. En fait, c'est qu'on
on pense ensemble quelles sont les difficultés qu'on est confrontés collectivement, quelle est la responsabilité qu'on peut assumer collectivement. C'était le thème du colloque national sur l'itinérance par ailleurs. Et la responsabilité collective peut être pensée en termes de participation citoyenne, parce que la conception même de la citoyenneté, c'est la collectivité qui se met ensemble pour réfléchir sur son devenir, sur son action. Et c'est une participation qui ne présume pas du résultat au début. Le sens même de cette participation, il y a de la créativité là-dedans. Si tout est déjà pensé au début, par exemple, il y a une participation citoyenne sur, par exemple, un projet de loi où tout est déjà pensé, ce n'est pas vraiment de la participation citoyenne, c'est de l'information, finalement, ce n'est pas une véritable constatation. Alors, moi, je pense que cette question-là, une manière d'y répondre, c'est de penser la démarche qu'on fait comme une démarche de participation citoyenne, dans laquelle les paroles des personnes, que ce soit des intervenants ou des personnes suivies, sont au centre. Et que tout le monde se mette autour avec des disciplines variées. Nous, dans notre équipe, on a ergothérapie, sciences infirmières, travail social, sociologie, par exemple. Mais aussi des disciplines autour. Puis là, on est véritablement dans une démarche de participation citoyenne à laquelle les personnes peuvent participer dans le mesure de la moyenne, parce qu'évidemment, c'est des gens souvent qui n'ont pas forcément le moyen de participer, mais en tout cas, c'est une manière d'y répondre. Je dirais que quelque chose qui est ressorti de la co-formation, même le processus même d'être capable de s'asseoir autour de tables de différents milieux, des milieux institutionnels, des milieux communautaires, mais aussi des parents aidants, des personnes qui peuvent amener ce savoir expérientiel, des savoirs pratiques, les chercheurs. Donc, de se mettre ensemble. Donc, le processus même de co-formation qui était parlant pour les gens. Puis, les gens sont mis à réfléchir, je dirais, comment est-ce qu'on peut reproduire ça dans nos milieux, des communautés de pratique. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer des espaces de dialogue, de réflexion. Donc, pour moi, c'est ça que ça ramène. C'est en fait la participation citoyenne des individus accompagnés et sans oublier la participation citoyenne des accompagnateurs, des intervenants et quel espace on leur laisse finalement, quelle voix ils peuvent avoir dans... Puis moi, je dirais à l'intérieur même de la pratique quotidienne, comme intervenant, régulièrement, des espaces de réflexion, d'échange, de discussion. Moi, mon expérience comme chercheur impliqué dans un centre qui est intégré dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est que quand ça a marché dans le passé, quand on a pu discuter des résultats, c'est parce qu'il y avait déjà un espace de rencontre entre les intervenants prévu, mettons, 2 fois par mois, peut-être même 1 fois par semaine, dans lequel on pouvait être invité pour participer à une réflexion. Mais à partir du moment où ces espaces-là deviennent plus restreints, ou n'existent plus, parce que pour des questions de temps et tout ça, tout d'un coup, on n'a plus, les gens entre eux ne peuvent plus échanger sur ce qu'ils font, ou moins, dans les faits. Et c'est plus difficile aussi de participer à quelque chose, parce que le lieu est... Donc, ça fait partie de réfléchir sur la pratique et le temps qui est accordé, pas seulement pour accompagner les personnes, mais aussi pour échanger entre praticiens. Donc, une pratique engagée. Oui. Et des conditions organisationnelles nécessaires. Permettant. C'est intéressant. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je pense qu'on va conclure bientôt. À moins que vous ayez d'autres commentaires. Ça met un peu la table pour la suite des webinaires. Peut-être de l'information justement sur comment ça va se passer la suite. Oui, donc évidemment, le webinaire d'aujourd'hui il est diffusé en ligne, en présence. On l'espère. Oui, je pense qu'on a assez de preuves que ça marche. Et évidemment, il va être accessible en différé. Donc, après le webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir par courriel de l'information sur comment accéder au webinaire en différé. Donc, on vous invite à transmettre ça à des collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, aux partenaires de vos équipes. Donc, si c'est des principes qui sont parlants pour vous, donc de transmettre cette information-là. Par la suite, comme Christopher le disait, il y a une programmation de webinaire qui va être accessible sous peu. Donc, on va vous envoyer ça. Je pense que c'est important de préciser que l'ensemble de la documentation va être sur un dossier web au CREMIS, donc spécifiquement sur le projet SRA Québec. Donc, il va y avoir cette documentation-là accessible avec la programmation, mais aussi avec des documents de réflexion. Donc, sur le site du CREMIS. Sur le site du CREMIS, tout à fait. Qui pourraient être envoyés là, dans le courriel de retour. Dans un courriel de retour, vous allez aussi avoir un formulaire de rétroaction. On vous invite à nous donner vos commentaires, vos questions, votre rétroaction sur l'événement, mais aussi, si vous ne voulez pas remplir le formulaire,
on vous laisse votre autonomie décisionnelle là-dessus. Par contre, si vous voulez juste envoyer un courriel au CREMIS pour nous faire part de vos commentaires sur l'activité ou vos idées même sur le principe 3, comment ça se passe dans votre pratique ou ce que vous voulez en dire, on vous invite à le faire. Donc, voilà, je pense que... Oui, j'insiste un peu là-dessus, en fait, parce que là, ce qu'on prévoit avec les webinaires, que ça va se dérouler entre maintenant et le mi-juin. Les webinaires vont se placer dans cette période de temps-là, avec l'idée que mi-juin, on boucle le boucle, et puis on ramasse un peu ce qui a été dit, avec parfois des divergences d'idées, d'opinions. On a un document qui réfléchit un peu les diversités de pratiques et de savoir. Et puis, ça veut dire que c'est très intéressant pour nous de recevoir quelqu'un, par exemple, qui en fin de semaine a envie de dire « j'ai envie d'écrire quelque chose sur ce point-là ». Peut-être pas une thèse de doctorat, mais en tout cas, quelque chose qui va être plus développé. Mais oui, on aimerait bien le recevoir. Et c'est quelque chose qui pourrait être intégré dans comme tu as dit tout à l'heure, sur le prochain webinaire, ou en tout cas dans la production de ce document. Puis au final, de toute cette démarche de webinaire, ce qu'on souhaite, c'est arriver à un certain document ou qu'on va peut-être appeler un guide réflexif ou un carnet réflexif. Enfin, ça nous reste de façon itérative à déterminer. Mais ces commentaires-là vont être repris puis vont être amenés dans un document là, probablement disponible justement à la fin des webinaires. En tout cas, on ne donnera pas un point de chute précis, là, mais c'est quelque chose qui s'en vient et qui va être disponible. Voilà, ça conclut le webinaire numéro 1. On remercie Alexis Person à la technique aussi pour la diffusion. Et donc, merci à vous. Merci Guillaume. Merci de l'animation. L'animation à court préavis, en effet. Quand même. On ne va pas entrer dans les détails de ce processus. Merci. Merci. Merci.